On vous entend pas. J'ai coupé mon micro. Vous voyez la présentation ou, Oui. Voilà, Oui. OK. Donc j'ai partagé le bon écran et je vais partir du début. Très bien. Donc je commence? Oui. OK. Bon, ben, merci beaucoup pour cette invitation, pour, pouvoir, diffuser des informations sur cet appel à projets, pour le financement des, Doctoral Networks. Donc moi je suis, Laurence Marama, je suis un project officer, donc je participe, non seulement au suivi des projets, mais aussi, à l'évaluation qui est une grosse partie de notre travail. Alors, en termes de plan, je vais présenter rapidement le, Marie Sklodowska-Curie Work Plan Programme, puis aller plus spécifiquement sur, les financements que nous faisons sur les Doctoral Networks, passer en revue les, règles d'éligibilité, le principe de ce financement et, une, vue rapide sur le process d'évaluation et les critères d'évaluation. Et puis, vous donner, un certain nombre de liens qui permettront, d'approfondir ces informations et de vous, diriger vers les documents à remplir pour, soumettre un proposal. Alors, actuellement, depuis, 2021, nous sommes sur le, programme, Horizon Europe, et dans ce programme Horizon Europe, il y a donc le financement Marie Sklodowska-Curie, MSCA. Et comme vous le voyez sur ce schéma, ce financement est sous un pilier, le premier pilier donc de, l'Excellent Research, Excellent Science. Donc c'est un financement qui a un objectif de financer, de la recherche et, de la recherche, au niveau excellent. Le budget, de Horizon Europe en totalité, pour l'année, c'est 95,5 millions d'euros. Il y a un écho ou ça va? Ça va? OK, parfait. Et vous voyez que MSCA peut-être Il y a un écho, oui. comme ça marche mieux? Ouais, il y avait des micros Oui. ouverts, je viens de les OK. fermer. Je pense que ça venait de là. OK. Le budget d'MSCA, c'est 6,6 billions €, et notre financement, qui est les Doctoral Networks, c'est près de 600 millions. Donc, Marie Sklodowska-Curie Actions est sous Excellent Science, où il y a d'autres financements, comme vous pouvez voir, du European Research Council et de Research Infrastructure, qui complète ces financements sous ce pilier. En ce qui concerne les MSCA Actions, donc il faut bien, la spécificité peut-être de ces actions sont d'avoir une balance assez équilibrée entre le fait de financer la formation de chercheurs à un niveau PhD pour assurer qu'ils vont devenir des chercheurs indépendants, et la recherche qu'ils vont mettre en place en même temps. Il y a une balance entre ces deux objectifs. Donc c'est pourquoi on vous demandera à la fois de présenter un projet de recherche qui va être reviewé par des experts et qui doit avoir une évaluation excellente, mais aussi les mesures qui vont être mises en place pour la formation des chercheurs et assurer qu'ils vont pouvoir être formés
pour une carrière dans la recherche très bien préparée. Comme toutes les MSCA Action, il y a 3 éléments importants qui sont le côté international, le côté intersectoriel et la multidisciplinarité. Donc, ces 3 éléments doivent absolument être présents dans les projets pour avoir une chance d'être financés. Il y a en particulier une collaboration importante attendue avec la partie privée, aussi bien les industries que les SMI. Vous verrez qu'il y a des types particuliers de projets qui peuvent être particulièrement développés dans cette direction. Et on espère donner des conditions attractives pour le travail donc, de ces doctorants qui vont être recrutés dans le projet. L'objectif final étant d'avoir, au-delà de l'implémentation du projet, d'avoir un impact sur le fait de structurer les organisations qui vont participer au projet et de les inciter à adopter un certain nombre de mesures de qualité, aussi bien dans le domaine de l'open science, de la diversité, de la supervision, etc. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'ont été les financements et les résultats dans le programme juste antérieur, le programme 2020, qui était de 2014 à 2020, il y a eu plus de 65 000 chercheurs qui ont participé, dont 25 000 doctorants qui ont été formés. Il y a une grande participation des pays aussi à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, il y a une incitation à une bonne balance entre les hommes et les femmes qui participent à la recherche. Les dépenses ont été de 6,5 milliards d'euros sous ce programme et plus de 5 000 compagnies ont été financées et plus de 1000 programmes. Si on passe au programme actuel, donc Horizon Europe, les Doctoral Networks sont une des 5 modalités des financements MSCA. Et elle se concentre sur le niveau PhD. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres financements postdoctoraux, des financements d'échange de personnel, des financements où il y a cofinancement avec d'autres sources de financement et bien sûr MSCI Citizen et notamment des événements comme la Nuit des chercheurs que vous connaissez sans doute. On va passer directement maintenant aux Doctoral Networks. Alors, qu'est-ce qui doit être présenté au financement? Il s'agit d'un consortium qui propose un sujet de recherche qui est composé de projets doctoraux individuels qui doivent être interconnectés et donc uniquement des doctorants vont pouvoir être recrutés pour travailler sur ces travaux de recherche individuels. L'objectif, donc, c'est donc de former des doctorants avec les meilleures capacités et connaissances possibles, d'essayer d'améliorer l'attraction vers la recherche vers les carrières de recherche en Europe.
avec des conditions favorables pour mener ce travail. La circulation des talents à la fois dans le domaine de la recherche et de l'innovation, mais aussi entre les secteurs académiques et non académiques, entre les disciplines et internationalement. À travers cette formation des chercheurs et la recherche qui en découle, on essaye d'établir et de renforcer la compétitivité de l'Europe. Le but aussi est de favoriser les relations entre le milieu académique et non académique et d'élargir et de distribuer le plus largement possible la culture de l'open science, donc la science ouverte, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Voilà, bon, les bénéfices de ces financements sont à la fois pour les candidats en PhD et les organisations qui participent, puisque les candidats, les doctorants vont avoir une formation extrêmement poussée, à la fois en recherche, mais aussi dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation et tout un panel de soft skills qui doivent les aider dans leur carrière. De les exposer au milieu académique et non académique, d'augmenter leur capacité de trouver un emploi dans le milieu académique, mais au-delà aussi. Donc, il y a cette formation qui est basée sur le fait de faire de la recherche eux-mêmes, mais aussi d'avoir des formations dans des compétences qui peuvent être transférées d'un milieu à l'autre, intersectorielles, entre le milieu académique et non académique. Aussi pour les organisations, ça permet d'augmenter les possibilités de networking, de travail en réseau avec différents secteurs et disciplines, et d'utiliser les résultats de la recherche, bien sûr, pour l'enseignement et l'éducation. Alors, on va passer dans plus de détails. Si vous soumettez un projet, on va vous demander pour chaque participant s'il appartient au secteur académique ou au secteur non académique. Alors, il faut savoir que seul le secteur académique est défini, et il est défini. L'académique ne veut pas dire une séparation, n'est pas opposé à privé, puisque des établissements d'éducation supérieure, à la fois publics et privés, appartiennent au secteur académique tel que défini dans le financement. Également, les organisations de recherche, à partir du moment où elles ne font pas de profit, et les organisations internationales européennes. Tout ce qui ne tombe pas sous cette définition est considéré comme dans le secteur non académique. Vous aurez aussi à faire un choix pour les participants s'ils deviennent des bénéficiaires ou des partenaires associés. Les bénéficiaires, ils peuvent être du milieu académique ou non académique. Ils devront signer le Grant Agreement. Ils auront l'obligation de recruter au moins un doctorant. Ils participeront bien sûr aux activités d'enseignement et d'hébergement des chercheurs. Ils participeront à la coordination et ils pourront directement identifier les dépenses qu'ils auront faites et les déclarer. Je reviendrai un petit peu
plus en détail là-dessus un petit peu plus loin. Pour les partenaires associés, ils peuvent bien sûr être du milieu académique et non académique. En revanche, ils n'auront que des activités d'enseignement et d'hébergement des chercheurs et pourront participer bien sûr à l'organisation et à la direction du projet. Mais ils ne signeront pas le Grant Agreement, ils ne recruteront pas de chercheurs et donc ils n'auront pas à soumettre un état des dépenses. Dans ce financement, on distingue 3 types de projets. Alors, celui qui est tout à fait en bas, c'est les Standard Doctoral Networks. C'est ceux pour lesquels les règles générales du financement sont appliquées, comme je vais les détailler plus tard. Mais on a 2 types plus spécialisés qui sont, les Industrial Doctorates, où est renforcé les échanges entre le milieu académique et non académique, et en particulier avec l'industrie et les SMEs, et qui impose donc sur ce plan-là des temps passés dans ces 2 secteurs et une supervision jointe. Et puis un 3e type, ce sont les Joint Doctorates, et cela favorise plus une collaboration plus intensive au niveau de l'éducation supérieure, puisqu'il nécessite que chaque doctorant soit enrôlé dans un doctorat, soit joint, soit dans un double doctorat, dans 2 pays différents, comme je vais le détailler plus tard. Ce qui impose des lettres des documents de pré-agreement au moment où sera soumis la proposition, et des mesures de sélection, de supervision, de monitoring jointes entre les 2 universités qui vont participer à ce joint ou double PhD. Ces 3 modes, cependant, sont en compétition entre eux dans les 9 scientific panels. Donc, on a des lignes de budget différentes pour chacun des 9 panels scientifiques. Life, maths, physique, ECOSOC, chemistry, engineering et environment. Donc, à l'intérieur, chacun de ces panels scientifiques a une ligne de budget dans lequel se retrouvent ces 3 types de projets qui sont en compétition les uns avec les autres. Donc, si on compare ce qui est nécessaire dans la présentation d'un projet pour ces 3 types de projets. Vous pourrez présenter un projet présentant le recrutement de doctorants, donc pour un total de 540 mois par personne au total, c'est-à-dire que le total de tout ce que de la durée de recrutement que vous proposerez ne devra pas dépasser 540 mois pour la totalité du projet. Et ceci dans les 3 modes. Pour les Doctoral Network standard et pour les Industrial Doctorates, la durée du projet est de 4 ans. En revanche, il y a un incentive, un support supplémentaire aux Joint Doctorates, donc ceux qui ont où les étudiants auront un PhD joint ou double, avec une durée du projet qui peut aller jusqu'à 5 ans. Ceci est associé au fait que chaque doctorant pourra être enrôlé dans un doctorat pendant 4 ans.
Pour les 2 autres modes, la durée de recrutement et du PhD reste limitée à 3 ans comme dans les calls précédents. Ensuite, on a pour les étudiants donc qui sont recrutés vont passer un certain temps dans l'institution qui va les recruter, mais auront la possibilité d'aller dans d'autres institutions ou organisations du consortium, ce qu'on appelle des secondments. Et pour les Standard Doctoral Networks, la durée totale de ces déplacements ne peut pas être supérieure à 1/3 de la durée de participation de l'étudiant au projet. En revanche, il n'y a pas ce genre de limitation pour les Industrial Doctorates et pour les Joint Doctorates. Ceci est associé au fait que pour les Industrial Doctorates, l'étudiant a obligation de passer au moins 50% de sa participation dans le secteur non académique. Et pour les Joint Doctorates, lié au fait que le fait de participer à 2 PhD impose des contraintes de présence dans chacune des 2 institutions liées à la délivrance du diplôme. Pour les autres spécificités, c'est que dans le Industrial Doctorates, bien sûr, les participants peuvent être du secteur non académique, peuvent être à la fois des bénéficiaires et des partenaires associés. Mais ils doivent, comme je l'ai dit précédemment, superviser d'une manière jointe les étudiants. Donc, vous devez présenter un mode de supervision qui montre l'association de ces 2 secteurs dans la supervision de chaque étudiant. Pour les Joint Doctorates, donc comme ils doivent être forcément enrôlés dans 2 universités pour obtenir un diplôme soit joint, soit un double, soit 2 diplômes, on demande des lettres d'agrément lors du dépôt de la proposition de financement. Et il y a également cette nécessité de présenter un mode de supervision, de recrutement, etc., qui associe les 2 universités qui vont être importantes pour chaque étudiant. Quelles sont les nouveautés cette année? Il y a eu une augmentation des financements alloués à chaque chercheur. Des allocations de base, mais aussi les allocations liées au déplacement, au changement de pays. Il y a aussi, puisqu'on va en parler, des restrictions pour la resoumission de projets pour le financement. Dans le cas où vous avez présenté un projet dans l'appel à financement juste antérieur, c'est-à-dire celui de 2024, qui n'a pas été retenu, vous aurez possibilité de le représenter, mais il y aura une vérification que le projet si le projet a été modifié ou pas, en vérifiant si 70% des organisations qui vont recruter des étudiants, donc les beneficiaries, ce qu'on appelle les beneficiaries, sont identiques ou pas, pour définir si c'est une resoumission ou pas. Et la resoumission ne peut se faire que si le score obtenu l'année précédente est au moins égal à 80%. Même si vous déclarez que ce n'est pas une resubmission, ces éléments seront vérifiés pour vérifier les conditions, si les conditions sont respectées. Pour les Joint Doctorates, donc ceux qui offrent un diplôme joint ou double,
il y a eu une modification. Les années précédentes, il était nécessaire que les étudiants soient inscrits dans 2 universités qui étaient dans 2 pays européens ou pays associés. Maintenant, cette limitation est réduite à un seul. C'est-à-dire que si le double ou le doctorat double ou joint est entre un pays de l'Union européenne et un pays autre tiers, c'est maintenant possible. Ou un pays associé et un pays tiers. Alors, les règles d'éligibilité. Donc, le consortium doit être composé d'un minimum de 3 organisations qui sont définies en tant qu'entité légale. Donc, dans 3 pays différents des pays européens ou des pays associés. Il doit y avoir un minimum de un pays État membre de l'Union européenne. En revanche, il n'y a pas de limitation pour les partenaires associés. Tous les bénéficiaires, comme je l'ai dit précédemment, doivent recruter, soit dans leurs locaux, soit dans les locaux d'un partenaire associé s'il est légalement lié aux bénéficiaires. Règle qui est toujours est permanente, un pays ne peut pas recevoir plus de 40% du financement total du projet. Tous les pays, pour les participants, tous les pays peuvent participer au projet, mais tous ne peuvent pas recevoir le financement. C'est-à-dire que tous les pays peuvent participer dans le consortium, mais tous ne peuvent pas, tous les participants ne peuvent pas apparaître comme bénéficiaires. Le consortium peut être composé de tout un nombre de différentes organisations, aussi bien des universités, des institutions de recherche, des infrastructures de recherche, des entreprises, des SMI et tout autre acteurs socio-économiques. Alors, ceux qui sont éligibles pour être financés, donc directement tous les États membres de l'Union européenne et leurs territoires outre-mer associés sont directement éligibles. Pour ce qui est des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, il y a les pays associés à Horizon Europe, c'est ceux qui ont signé un accord pour contribuer à ce financement, sont directement éligibles, et aussi les pays qui sont identifiés comme avec des revenus ou des richesses basses ou moyennes. Tous ces pays sont listés dans le guide du programme Horizon Europe. D'autres pays qui ne sont pas dans ces listes peuvent exceptionnellement être financés, mais à ce moment-là, il faudra justifier à quel point leur participation est essentielle au projet et il sera décidé, il y aura un avis des experts là-dessus, de l'importance de ces pays qui contribuera à déterminer si oui ou non le financement, ils pourront recevoir le financement. Si le financement, s'ils ne sont pas acceptés pour le financement, cela ne changera pas l'évaluation. L'évaluation va être considérée avec leur participation, mais en revanche, on leur demandera de trouver ailleurs leur financement. Des cas spécifiques, ce sont des organisations
qui sont établis dans des pays éligibles pour être financés, mais qui seraient contrôlés par des pays qui ne sont pas éligibles. Vous pouvez regarder, il y a des détails donc, dans ce guide du programme Horizon Europe à ce propos. Donc là, ça sera décidé au cas par cas. Pour ce qui est des organisations internationales, les organisations internationales européennes sont directement éligibles. Pour les organisations internationales non européennes, elles ne sont pas éligibles automatiquement. Il y aura une évaluation au cas par cas et exceptionnellement, elles pourront être considérées éligibles. Donc, regardez bien le guide du programme Horizon Europe et la liste des pays qui peuvent participer à travers les liens qui sont dans cette diapositive. Alors la taille, je vais aller vite puisque ça a été déjà dit. La taille, donc les projets sont tous de 4 ans, sauf les Joint Doctorates. La durée de participation des doctorants est de minimum 3 mois, maximum 3 ans, sauf pour les Joint Doctorates qui peuvent participer pour 4 ans. Les secondments ont une limitation seulement pour les standard doctorates. Et la taille, par contre, pour tout le monde, c'est de 540 mois payés pour l'ensemble des doctorants qui participeront à ce projet. Alors, toutes les personnes qui sont prévues être recrutées dans ce projet doivent être des doctorants, des candidats doctorants. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas eu de doctorat précédemment, ils ne peuvent pas être en possession d'un doctorat et qu'ils vont être obligatoirement inscrits dans un programme doctoral pendant toute la durée du projet. Ça doit être bien sûr un recrutement ouvert, basé sur le mérite et transparent. Toutes les nationalités sont autorisées, sauf les nationalités qui sont associées aux situations particulières de la situation en Russie, en Bélarus et sur les zones occupées d'Ukraine, sur lesquelles vous avez des notes et je pourrais revenir un petit peu plus là-dessus. Mais les notes sont incluses dans cette présentation. Comme ce financement est basé sur la mobilité, et notamment la mobilité internationale, il est très important que les personnes qui seront recrutées n'aient pas résidé ou exercé leur activité majeure dans le pays où ils vont être recrutés pendant plus de 12 mois au cours des 3 années précédant leur recrutement. Voilà, je vais passer vite là-dessus. C'est exactement la même chose sous forme de tableau, si jamais vous considérez que c'est plus clair pour vous. Un autre tableau qui présente la même chose. Je vais passer rapidement au funding mechanism. Donc, le financement est basé sur les coûts unitaires. Donc, on ne va pas vous demander de déclarer ce que vous avez dépensé. On va juste vous demander d'abord de recruter des candidats qui sont éligibles, qui sont en accord avec toutes les règles que j'ai indiquées pour le recrutement et pour lesquelles chaque mois passé dans le projet est éligible. Ça sera compté par une unité. Pour chaque doctorant, 1 mois sera compté comme une unité. Et donc, les coûts qui seront payés seront calculés comme les coûts unitaires de chaque unité multipliés par le nombre d'unités. 100% sera remboursé si toutes les règles sont suivies.
Et vous avez deux catégories de coûts, ceux liés au recrutement donc, des doctorants et des coûts institutionnels liés à la recherche, à l'enseignement, à la collaboration et à la gestion du projet. Alors, plus en détail, donc là, le financement des chercheurs a été élevé à 4 010 € par mois. Ceci est un taux de base qui doit être multiplié par un coefficient de correction par pays. Donc, vous avez la liste sur les sites, donc qui multiplie et qui tient compte du coût de la vie dans chacun des pays. À ces chercheurs seront aussi alloués une indemnité de mobilité dont le coût a été aussi élevé par rapport aux années précédentes. Ceux qui auront une famille, qu'ils aient une famille, dès qu'ils rentreront dans le projet ou durant le projet, auront aussi droit à une indemnité familiale. Et puis, il y a des indemnités supplémentaires au cas par cas s'il y a une absence prolongée ou s'il y a des besoins particuliers. Et ensuite, il y a les coûts institutionnels donc, qui sont fixes et donnés pour chaque unité comme identifié précédemment. Alors, l'évaluation process, un petit peu rapidement, puisque toute cette information, vous l'avez dès que dans les pages qui vous expliquent un petit peu comment ça se passe. Donc, dans un premier temps, on reçoit les propositions de financement, on vérifie qu'elles sont admissibles et éligibles. On distribue les projets aux évaluateurs. Chaque évaluateur évalue chaque projet indépendamment. Il y a un minimum de 3 évaluateurs par projet. Dans un deuxième temps de l'évaluation, les évaluateurs discutant ensemble, tenant compte de chacun de leurs apports pour trouver une position commune pour l'évaluation de chaque critère et sous-critère. Et lorsqu'il y a entente entre les évaluateurs sur les commentaires, ils donnent des scores et s'entendent sur les scores. Ceci est ensuite analysé pour chaque projet proposé durant une semaine pendant laquelle tous les rapporteurs se retrouvent pour s'assurer que toutes les évaluations ont été faites de la même manière pour chaque projet. Établir la liste ordonnée du financement et voilà, ensuite vous recevez les réponses du financement qui tient compte du budget disponible et donc sont financés les premiers dans la liste jusqu'à ce que le budget soit épuisé. C'est sous la responsabilité de l'AREA, mais mise en route et utilisant donc des experts spécifiques de votre projet. Donc, c'est très important de bien définir les mots-clés de votre projet pour qu'on s'assure que les bons experts soient associés à l'évaluation de votre projet. Vous avez la liste des critères et des sous-critères. Je vous laisse la regarder plus en détail, mais comme vous verrez, dans l'excellence, il y a non seulement l'excellence de la recherche, mais aussi l'excellence de l'enseignement donné aux doctorants. Et aussi, comme vous voyez, il y a un poids plus important qui est donné à l'excellence, ensuite à l'impact et ensuite à la mise en place du projet. Vous avez tous ces documents dans ces pages pour lesquelles vous avez les liens.
documents à remplir sont déjà disponibles dans cette page. Vous pourrez avoir accès aussi au Work Programme pour avoir plus d'informations, à des manuels et votre proposition de financement comprendra 2 parties, une partie structurée administrative, la partie A, et puis la partie B, qui comporte 2 parties. Une partie qui est limitée en nombre de pages, donc vous aurez 4 pages pour indiquer la composition du consortium et ensuite 30 pages maximum pour développer plus en détail votre projet. Et il y aura une partie B sur laquelle on vous demande des informations complémentaires mais qui n'ont pas de limite en termes de pages. Voilà, globalement, lisez bien le programme pour savoir dans quel esprit l'évaluation est faite. Utilisez bien sûr les formulaires à remplir. C'est important de bien remplir toutes les parties parce qu'une partie ne va pas, l'absence d'une partie ne va pas être compensée par une autre. Chacune est évaluée indépendamment. Faites une revue interne, contactez vos National Contact Points parce qu'ils sont très formés, très informés sur ces financements. Complétez bien la partie administrative, bien sûr, et prenez du temps à la fois pour la finalisation et la soumission de votre proposition. Voilà, il y aura le 24 juin une information aux coordinateurs qui ont été acceptés, à laquelle vous pouvez aussi participer, c'est ouvert. Ça donne une idée, un petit peu, ça rappelle les règles et ça vous donne une idée un petit peu de ce qui est attendu. Donc, on vous recommande d'y assister. En termes de ressources, donc vous avez un certain nombre de liens. Regardez tous ces liens, ils sont extrêmement importants et informatifs. Vous avez bien sûr vos National Contact Points et toute question concernant la validation des participants, etc. Vous avez un lien pour ça. Voilà. Point final, qui n'est pas en lien avec ça, mais n'hésitez pas à vous enregistrer en tant qu'expert parce que plus le réseau, plus notre groupe d'experts est large, plus il y a de personnes donnant leur avis dans l'évaluation, des propositions, et plus on peut tenir compte de tout ce qui évolue en sciences et de toutes les opinions de la communauté scientifique. Donc, plus notre base de chercheurs est large, plus on essaye d'inclure de la diversité pour avoir la meilleure évaluation possible. Voilà. C'était un petit peu long, mais bon, c'était un petit peu détaillé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Laurence, pour cette présentation très complète. Alors, donc là, c'est le moment de poser des questions à Laurence. Donc, je vois une question dans le chat. Ça y est, j'entendais pas. J'avais enlevé pour ne pas avoir d'écho, j'avais enlevé ma capacité d'entendre ce que vous avez dit, donc je n'ai pas entendu, Génia, ce que vous avez dit. Ouais, je vous ai juste remercié pour votre présentation. Et donc là, il y a une question pour l'instant concernant la partie administrative, principalement online. Dans le cadre d'une resoumission, peut-on reprendre tout ou partie des informations saisies lors de la soumission précédente? À mon avis, non. Enfin, je n'ai pas. On a une vue un petit peu limitée de la partie de ce qui vient des gens qui proposent des projets, Oui. mais normalement ça repart depuis le début. Donc je ne pense pas que vous soyez capable, si c'est une resoumission, de reprendre un formulaire précédent. Par contre, bien sûr, si vous en avez une copie, vous faites copy-paste et voilà. Mais vous ne pouvez pas reprendre une soumission passée pour la soumettre à un nouveau. Je pense que toutes les évaluations sont indépendantes. Tout à fait, oui. Donc, votre proposition va être soumise comme un nouveau projet
est considéré indépendamment de la proposition précédente. Et autant vous pouvez remettre les mêmes informations vous-même que dans la version précédente, en les copier, les collant, tout simplement. Mais en revanche, techniquement, vous ne pouvez pas remettre l'ancienne proposition. Alors, d'autres questions Et peut-être vérifiez bien, parce que vérifiez bien sur le plan de déclarer si c'est le académique ou non académique secteur, vérifiez bien parce qu'il y a eu des erreurs dans le passé, donc vérifiez bien que c'est bien en ligne. Notamment que c'est aussi en ligne avec entre la partie administrative et la partie détaillée dans les 30 pages, que tout soit bien en ligne, parce qu'on a toujours des projets où il y a des différences et c'est toujours compliqué de savoir quelle est l'information juste. Et voilà. Donc vérifiez bien, même si vous avez mis l'information l'année dernière, vérifiez bien que c'est correct et que c'est en ligne entre les différentes parties du projet. Voilà. Oui, et que c'est toujours d'actualité. Ouais. Merci. Alors, une autre question. Est-ce que les partenaires ont une obligation de recruter un doctorant ou une doctorante? Est-ce que la sélection donc, des doctorants peut se faire via un appel à candidature entre partenaires? Alors, deux choses. D'abord, ce qu'on appelle les partenaires, c'est la totalité des bénéficiaires et des partenaires associés. Donc, si on parle des partenaires associés, qui sont par opposition aux bénéficiaires, les partenaires associés ne doivent pas recruter. En tout cas, ils peuvent recruter s'ils veulent, mais ce recrutement ne sera pas pris en compte dans le projet. Parce que quand un partenaire associé recrute, c'est un bénéficiaire. Okay. Pour ce qui est du recrutement, alors le recrutement est obligatoirement ouvert, c'est-à-dire qu'on va vous obliger à publier le poste dans Euraccess. On va aussi vous demander où vous avez publié l'offre, etc. Donc, il faut que la diffusion de la position elle ne peut pas être restreinte à un groupe d'institutions. Elle doit être ouverte. Après ça, les processus d'évaluation des candidatures, normalement, c'est détaillé, il y a un certain nombre de détails dans la proposition, elles seront appliquées. S'il arrive qu'un candidat que vous recrutez soit un candidat qui avait fait un master chez un partenaire du consortium, c'est possible, mais ça ne doit pas être un but, ça doit être un résultat parce que c'était le meilleur candidat pour tous ceux qui se sont présentés. Voilà. Donc ça, c'est une obligation de publier dans Euraccess pour un minimum de 1 mois et aussi largement que possible. Et ça fera partie de l'évaluation parce que ça fait partie du process. Merci beaucoup. Alors, je passe à la question suivante. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, réexpliquer la règle de 70% pour la resoumission parce que visiblement, ce n'était pas clair. Oui, d'accord. Peut-être que je n'ai pas été claire, moi non plus. Quand est-ce qu'on va considérer que un projet qui est proposé cette année est une resoumission? Alors, si un projet proposé cette année, en comparant avec les projets présentés l'année précédente, il y a au moins, voire plus de 70% de similarité parmi les institutions qui vont recruter des étudiants, donc les bénéficiaires, ils vont être considérés comme une resoumission potentielle. Bon, après, on va aller un petit peu plus dans le détail du projet, etc., pour s'assurer que c'est correct. Est-ce que c'est le même projet ou pas? Mais ça va être une alerte, disons. Si 70% du projet est comparable avec un projet soumis l'année précédente. Et s'il y a au moins 70% du consortium qui est pareil, donc la règle de resoumission va être appliquée, ce qui veut dire que ça ne sera possible que pour les projets qui l'année précédente ont obtenu au moins 80% des points. Voilà, j'espère. Je reconnais, c'était pas très clair dans mon explication. J'espère que c'est plus clair maintenant.
Et Bah, indépendamment du fait, parce que vous allez avoir une question, est-ce que c'est une resoumission ou pas? Bien sûr, si vous déclarez une resoumission, on va considérer que c'est une resoumission. Si vous déclarez que ce n'est pas une resoumission, on va quand même vérifier ça. Voilà, juste pour ça, pour dire. merci beaucoup, ça paraît très clair comme ça. Est-ce que vous pouvez également, s'il vous plaît, parler un peu des attentes pour l'intersectorialité dans les projets DN standards? Donc, ce n'est pas obligatoire pour un DN industriel, mais voilà, quelles sont les attentes dans un standard par rapport à la participation du secteur non académique? Exactement, ok. C'est une question un peu complexe, parce que c'est vrai que ça n'est pas obligatoire. Dans le funding pour un DN standard, on n'est pas obligé d'avoir une organisation participant au consortium qui soit non académique. Ça n'est pas obligatoire. En revanche, comme on a ces 3 objectifs de interdisciplinarité, internationalité et intersectorialité, cet aspect qui fait partie des critères va être considéré. Alors, elle peut être considérée, il peut y avoir dans les DN standards cette partie intersectorielle qui va être sous la forme de cours. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cours en entrepreneurship, des cours associés à cette vision intersectorielle. Après, il faut reconnaître que la plupart des projets qui sont financés ont une contribution intersectorielle parce que ça donne du poids à l'argumentation de cet apport intersectoriel. Donc, ça n'est pas strictement un projet standard, on ne va pas dire c'est inéligible parce qu'il n'y a pas une participation de non académique, mais comme il y a le fait, cette intersectorialité qui fait partie des sous-critères, la force de cette, ça peut agir sur la force de ce critère. D'un autre côté, ce qu'on incite les experts à considérer, c'est la logique. Est-ce que il est logique que le côté intersectoriel ne soit pas très développé dans ce projet? Et à ce moment-là, on va les inciter à sous-peser à quel point le projet implique de l'intersectorialité ou pas. Voilà. Mais pour sûr, il y aura besoin que dans le training, il soit montré qu'il y a cet abord intersectoriel qui soit présenté. Ça sera une obligation. J'espère. Oui. Vous savez, Non, mais c'est c'est très bien. l'évaluation d'experts. Donc, nous, on essaye de aussi les temporiser pour dire un projet qui va développer des produits l'année suivante, forcément, il y a intersectoriel. Si c'est très basic research et que il y aura cet abord intersectoriel pour que les étudiants aient cet aspect en tête. Mais globalement, on observe que l'intersectoriel est souvent, que le non-académique est souvent représenté dans les projets. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Merci J'espère que c'est beaucoup. clair. Ok. Ça me paraît clair en tout cas. Bon, Donc ok. merci pour les personnes qui ont posé la question, si vous pouvez Oui. répondre dans le chat si ça vous paraît assez clair. Avec plaisir. Et donc on va peut-être prendre encore une question, et passer à la présentation suivante, mais ne vous inquiétez pas, toutes celles et ceux qui avaient posé des questions dans le chat, on va y répondre, plus tard, soit dans le chat, soit, de vive voix. Donc, 2 questions ont été posées sur la possibilité pour les partenaires associés de toucher un financement. Donc, comment peut-on faire pour que les partenaires associés puissent aussi avoir une partie, notamment des coûts institutionnels? Est-ce que c'est possible? Tout à fait. C'est une question, hein? C'est une Oui. question. OK. En fait, alors, il faut voir 2 aspects. Nous, on a l'aspect, comment on donne le financement. Le financement doit être justifié donc par ses eligible costs, OK? Qui est produit par le recrutement des étudiants par les bénéficiaires. Mais ça, c'est notre aspect à nous et on va payer en fonction de ça. Mais dans le consortium, on vous demande, tout à fait au début du projet, de signer un consortium agreement où vous pourrez
vous entendre sur la manière de répartir les institutional costs, les coûts institutionnels, entre les différents participants du projet, parce que effectivement, des partenaires associés peuvent organiser des meetings, avoir des choses qui sont pour lesquels ils vont dépenser de l'argent, et bien sûr, ça peut être pris en compte. De la même manière que peut-être que l'équipe de coordinatrice va avoir besoin d'argent pour la direction du projet, le management du projet. Donc ça fera l'objet d'un consortium agreement pour lequel on ne vous demande pas de soumettre le consortium agreement, mais de nous confirmer que vous en avez signé un, et ces aspects financiers, ces aspects financiers sont réglés entre vous. La seule partie qui ne peut pas être touchée, c'est la partie qui est les researcher costs, parce que ces financements sont dédiés uniquement aux chercheurs. Voilà. Mais pour le reste, vous vous organisez comme vous voulez. Ce qu'on veut vérifier, nous, c'est que tout ce qui est marqué dans la proposition va pouvoir être mis en place avec les arrangements que vous avez décidés. Très bien, Voilà. merci beaucoup Laurence. Donc Laurence, vous restez bien avec nous jusqu'à la fin de la session, n'est-ce pas? Donc s'il y a d'autres questions que vous avez à poser à Laurence, vous pourrez aussi les poser plus tard. Et on essaiera aussi à répondre à quelques questions dans le chat. Donc pour respecter le planning, je vais avancer. Donc je voudrais vous présenter rapidement des statistiques de participation ainsi que des dispositifs nationaux d'accompagnement des porteurs de projets. Avant de passer la parole à la prochaine intervenante qui sera donc Bénédicte Coste qui est une lauréate de l'appel 2024. Donc, quelques statistiques de l'appel 2024. Donc, l'appel à projet DN 2024 était doté d'un budget de 608,6 millions d'euros. Il y a eu 1417 propositions qui ont été soumises au total. Et donc, 1405 ont été évaluées. Donc, parmi ces propositions, il y a eu 1239 de DN standard, 79 de doctorat industriel et 87 de joint doctorate. Les résultats ont été annoncés au 2 avril. Et donc, voilà, les propositions retenues pour financement ont été invitées à entrer en phase de négociation de convention de subvention. Donc, il y a eu 149 projets qui ont été invités à négocier le grant agreement, donc des propositions qui ont été classées sur la liste principale. Donc ici, vous pouvez voir des taux de succès par panel et par type de schéma. Donc, comme vous savez, toutes les propositions, ils sont évaluées et classées par panel, quel que soit le schéma. Donc, c'est mélangé. C'est pour ça que, voilà, même si ici, vous voyez aussi des taux de succès spécifiques pour les doctorats industriels et conjoints, globalement, il faut tenir compte essentiellement des taux de succès par panel que vous pouvez voir donc en bas de cette slide. Donc, on peut voir que le panel avec les taux de succès les plus élevés, donc c'est le panel Social Science, et les taux de succès les plus bas cette année étaient pour le panel mathématiques, mais effectivement, ça varie d'une année à une autre en fonction du nombre de propositions financées. Donc ça, ce sont les statistiques globales sur l'ensemble du programme. Ici, vous voyez les pays, la liste des top pays bénéficiaires parmi les États membres. Donc ici, la France est deuxième après l'Allemagne avec 111 participations en tant que bénéficiaire dans les propositions financées, 155 en tant que partenaire associé et 11 en tant que coordinateur.
Et ici, vous voyez aussi la top liste des pays bénéficiaires parmi les pays associés. Donc, le premier pays de la liste, c'est le Royaume-Uni, qui est donc associé à Horizon Europe depuis 2024 et donc a pu pleinement bénéficier de cet appel à projet. Et il est suivi de la Norvège. Et ici, vous voyez des pays tiers aussi qui ont pu participer en tant que bénéficiaires notamment, et essentiellement en tant que partenaires associés. Donc, on peut voir dans certains cas exceptionnels, les pays tiers peuvent aussi participer en tant que bénéficiaires. Et donc là, voilà, vous voyez la liste de ces pays tiers. Quelques tendances qu'on a pu observer pour cet appel à projet, c'est qu'il y a eu une baisse de propositions retenues pour Joint Doctorate et Industrial Doctorate. Donc, les taux de succès ont baissé et le nombre de candidatures reste aussi beaucoup moins élevé pour ce type de schéma par rapport au Doctoral Network standard. Voilà, les raisons qu'on suppose probablement des montages plus complexes et plus de contraintes pour les doctorats industriels, et aussi donc le processus long et assez contraignant pour les doctorats joint et double. Donc il y a besoin de plus de promotion pour ces deux schémas pour l'appel 2025. Maintenant, un petit zoom sur les résultats français. Donc ici, vous voyez pour les résultats 2024, la participation française par panel. Donc le panel avec les taux de succès les plus élevés en France, c'était les sciences de l'environnement et les sciences humaines et sociales. Et le panel avec le plus de propositions, le plus de candidatures, c'était sciences de l'ingénieur et sciences de la vie. Et ces deux panels-là étant également ceux où il y a eu le plus de participation donc à des propositions financées. Ici, vous voyez la liste de lauréats français coordinateurs. Donc, il y en a beaucoup pour le panel sciences de l'ingénieur, sciences de l'environnement, mais également des projets en chimie et en sciences humaines et sociales. Donc, le projet qui va apporter son témoignage aujourd'hui. Et ici, donc, vous voyez l'évolution de la participation française depuis 2021. Donc, les résultats français en coordination qui ont augmenté depuis 2021. Et il y a eu donc une légère baisse en 2024. Voilà, ainsi qu'un taux de succès aussi, malheureusement. Ici, vous voyez les résultats français en participation. Donc, la participation n'a fait qu'augmenter, donc de manière assez spectaculaire depuis 2021. Mais en revanche, donc ça, c'est la participation aux propositions. Et pour ce qui concerne la participation aux projets financés, elle a un peu augmenté au début et ensuite, bon, il reste plus ou moins stable. Donc, il est probablement nécessaire de redoubler d'efforts pour augmenter nos résultats et nos taux de succès en propositions financées. Et ici, vous voyez aussi l'évolution du budget et de la part captée par la France. Donc, le budget a augmenté depuis le début du programme cadre. Il a un petit peu baissé en 2023 par rapport à 2022 et il a augmenté en 2024. En revanche, la part captée a un peu baissé parce que en 2024, le budget global a été bien augmenté aussi et il y a eu chez le Royaume-Uni qui s'est associé et qui a donc récupéré une partie de budget. Donc, pour résumer, les résultats français sont plutôt positifs, mais il faut quand même encore de l'effort pour augmenter nos taux de succès, notamment en coordination et aussi le nombre de participations aux projets financés. Avec cela, j'arrête ma présentation des statistiques et je voudrais aussi prendre quelques minutes pour vous présenter les dispositifs nationaux d'accompagnement des porteurs de projets qui contribuent justement
à améliorer nos taux de succès. On t'entend plus, Génia, ton micro est fermé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je disais que pour monter votre consortium, pour cet appel qui est très compétitif, donc ce qu'on vous conseille en premier lieu, c'est de contacter le plus tôt possible votre service Europe, donc le service Europe de votre établissement, donc votre SPV donc pour le CNRS et votre cellule Europe pour d'autres organismes de recherche et des universités. Dans ces services, il y a des personnes qui travaillent, qui sont très compétentes, qui savent monter des projets et qui peuvent vous accompagner aussi bien pour la partie administrative, pour vous expliquer les règles de l'appel à projet et pour vous aider à rédiger votre proposition. Le PCN est là également pour répondre à vos questions. Donc, nous proposons de nombreuses ressources, des webinaires et aussi des sessions de coaching pour les coordinateurs français, donc qui ont lieu chaque année au mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à vous rapprocher de nous pour vous renseigner sur le planning de ces sessions de coaching et sur la façon d'y participer. Par ailleurs, donc en plus des services Europe et du PCN, vous avez également des financements les financements incitatifs qui sont proposés au niveau national. Donc, il y a le dispositif MRSOI de l'ANR, montage des réseaux scientifiques européens et internationaux. Donc, c'est un financement qui s'élève jusqu'à 35 000 euros pour 24 mois, qui est dédié aux coordinateurs porteurs de projets qui souhaitent répondre aux appels Horizon Europe et donc Doctoral Network et Staff Exchange et MSCA sont éligibles à ce dispositif. Donc, il s'adresse aux organismes de recherche et de diffusion de connaissances publiques, donc des organismes de recherche, des universités seront éligibles pour y candidater. Et donc, cela permet de couvrir en amont des dépenses liées au montage de projets, notamment donc, des frais de mission pour organiser des réunions de consortium, donc toutes sortes de frais pour organiser des réunions de votre consortium, pour se réunir et pour préparer votre dossier de candidature, mais aussi une prestation d'un cabinet de consultants pour vous aider à mieux rédiger le texte de votre proposition. Donc, cette partie est limitée à 10 kilo-euros sur l'ensemble de la subvention. Donc, pour cela, il y a un appel ouvert en permanence avec 2 cut-off dates par an. Rendez-vous sur le site de l'ANR pour en savoir plus sur ce dispositif et pour faire votre demande. Et donc, il y a un autre dispositif national qui est proposé par BPI France, qui est cette fois-ci plutôt dédié aux entreprises. Les entreprises françaises de moins de 2000 employés, n'appartenant pas à un groupe de plus de 2000 personnes, souhaitant candidater à un appel à projet de recherche collaboratif international. Et donc, Doctoral Networks en fait partie. Donc, ici, vous pouvez demander jusqu'à 25 000 euros hors taxes pour les projets portés en coordination et 5 000 euros hors taxes pour les projets dont vous serez partenaire. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous serez partenaire d'un projet Doctoral Network, vous pouvez demander aussi un financement, donc ce financement de BPI France pour vous aider à mieux monter votre proposition. Donc ici, vous pouvez notamment payer une prestation d'un cabinet de consultants pour améliorer la qualité de votre proposition. Donc le dépôt se fait au fil de l'eau, en 10 minutes pour remplir votre dossier et réponse sous 2 semaines maximum. Donc c'est très fluide. Ensuite, vous avez, pour trouver vos partenaires, donc dans le cas où vous posez des questions, il y a aussi des différents dispositifs. Donc il y a l'outil de recherche de partenaires accessible directement depuis le portail Funding and Tenders de la Commission européenne. Donc rendez-vous sur la page de l'appel à projet où vous pourrez trouver des profils, des partenaires qui cherchent à intégrer des projets en cours de montage.
Et il y a également la nouvelle plateforme du réseau européen des points de contact nationaux MSCA. Donc, ce nouveau réseau s'appelle Radiance. Et donc, il y a une plateforme qui fonctionne un peu sur le même principe que celle d'avant, au cas où vous la connaissiez, de MSCA Net. Donc, vous pouvez soit déposer votre candidature en tant que coordinateur qui cherche des partenaires, ou en tant que partenaire potentiel qui souhaite intégrer un projet en cours de montage, ou regarder les offres en cours donc, qui cherchent des partenaires. Donc, vous avez ici un lien en bas de cette page pour accéder à cette plateforme. Et enfin, donc, une source importante de ressources qui vont vous aider à monter votre proposition, c'est notre portail national où vous trouverez l'information sur les différents événements proposés par le point de contact national pour aider les porteurs de projets, notre boîte à outils avec de nombreuses ressources pour vous aider. Et on publie aussi à chaque année, quand il y a un appel ouvert, un kit de montage qui est une page qui recense toutes les ressources qu'on met à disposition des porteurs de projets, à savoir donc des vidéos, des journées d'information, les différentes slides des webinaires passés, mais également le handbook qui est un guide annoté mis en place par le réseau européen des PCN initiés et qui peut être très utile pour rédiger votre proposition qui décortique vraiment toutes les parties de la proposition et donne des conseils sur la façon de mieux rédiger, de mieux préparer le contenu de votre proposition pour la rendre plus compétitive. Et enfin, on propose aussi des vidéos explicatives sur la façon de remplir les parties A, donc les parties administratives de votre proposition. Voilà, donc la boîte à outils, et également il y a un outil pour les partenaires du secteur non académique, qui permet à un acteur non académique, une entreprise ou autre, de se faire orienter vers le dispositif MSCI le plus adapté à leurs besoins. Donc c'est un petit questionnaire à remplir qui ensuite vous oriente vers, les actions Marie Curie, qui, sont le plus adaptées à ce que vous cherchez. Enfin, quelques événements à venir. Donc, après, cette, session d'information, à la fin du mois de juin, sur la semaine du 21 au 27 juin, nous allons proposer des ateliers thématiques, Doctor Networks. Donc ce sont des webinaires par focus sur différentes parties, de la proposition Doctor Network. Ainsi, donc si vous avez des questions sur, ce qu'il faut mettre dans la partie impact ou, dans la partie, où vous parlez de l'encadrement ou du recrutement, vous pouvez participer donc à ces ateliers pour à la fois échanger avec d'autres porteurs de projets et aussi bénéficier des conseils du PCN spécifiques sur ces parties-là, donc est très détaillé. Et après, si vous n'êtes pas intéressé par tous les ateliers, mais seulement certains, évidemment, vous n'êtes pas obligé de les suivre tous, mais vous pouvez participer seulement à certains de ces ateliers. En septembre, ensuite, nous proposerons notre webinaire conseil d'écriture basé sur l'analyse des rapports d'évaluation pour les années précédentes, des rapports d'évaluation des années précédentes. Donc, il y a une petite erreur ici, il s'agit évidemment pas de 2023, mais de 2025. Et enfin, en octobre, nous proposerons une session de coaching pour les coordinateurs de projet, où les coordinateurs peuvent présenter leur projet à des jurys composés d'experts évaluateurs, de lauréats, de membres de PCN et de managers de projets européens pour bénéficier des conseils personnalisés et des retours bienveillants des jurys sur vos propositions. Avec cela, je termine ma présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe du PCN. Et peut-être comme on a pris un peu de retard, on va tout de suite passer la parole à Bénédicte Coste, qui est donc la coordinatrice du projet DECADOC, qui a été retenu au dernier appel à projet. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais peut-être vous demander de mettre mon PowerPoint parce que j'ai peur effectivement qu'il ne s'affiche pas pour tout le monde, OK, je vais le si ça faire. vous embête pas.
Voilà. Et on peut Je passer lance le à... format, oui. Ouais. Voilà, est-ce que c'est bien un plein écran? Pour moi, c'est en plein écran. On peut passer à la slide suivante. J'espère que tout le monde peut le voir. Ok. Voilà. Voilà, donc DECADOC est un doctoral network, c'est un joint doctorate qui est en cours de contractualisation. On a choisi effectivement avec les partenaires initiaux du consortium d'avoir des fellowships de 48 mois pour un programme de recherche qui va durer 60 mois, de façon à permettre une véritable expérience intersectorale et d'avoir des secondments qui représentent une expérience significative pour tous nos candidats. On a bien évidemment le panel qui nous concerne, c'est le panel SOC. DECADOC a été soumis 2 fois, une première fois en 2023. Alors j'ai malheureusement perdu, avec mon changement d'ordinateur, l'évaluation, mais je me rappelle effectivement qu'on avait un score de 80 sur 100. Mais ce qui nous permettait quand même de resoumettre, chose que nous avons décidé de faire puisque le consortium n'avait que marginalement évolué et que le projet restait le même. Et donc nous avons soumis et obtenu des notes différentes qui nous ont permis de décrocher ce financement. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais raconter un petit peu, je vais vous donner plutôt des conseils à la fois pragmatiques pour avoir ce type de financement. C'est effectivement un projet au long cours, puisque ça vient d'une collaboration entre 3 universités, qui est la mienne, l'Université Bourgogne-Europe, Goldsmiths en Grande-Bretagne et l'Université de Venise en Italie. On collabore ensemble depuis plus de 10 ans. Et effectivement, un BQR propre à l'Université de Bourgogne-Europe nous a permis effectivement de nous réunir avec la définition d'un objectif de projet européen. Et puis, et c'est là que nous avons vraiment commencé à travailler sur déjà la définition, le choix du projet européen qui a effectivement évolué. Et à partir du moment où c'est les Doctoral Networks qui ont remporté l'adhésion de notre petit groupe, moi j'ai suivi les webinaires du PCN, voilà, comme aujourd'hui, je les suis depuis 2022. C'est là que j'ai appris la possibilité, effectivement, pour développer un consortium qui soit vraiment, voilà, même si on était déjà éligible, puisqu'on était 3 partenaires européens, mais pour avoir un consortium un peu plus étendu. Cette possibilité de faire une demande d'ANR MRCEI, que j'ai faite et obtenue pour l'année donc 2023 jusqu'à 2024. Ce financement, effectivement, à l'époque, 30 000 € nous a permis d'organiser 3 workshops en 2023 en présentiel, ce qui nous a pardon, ce qui nous a permis d'avoir des discussions beaucoup plus longues, beaucoup plus fournies, beaucoup plus, je dirais, approfondies que par visio. Ça nous a permis aussi de nous offrir les services d'un consultant qui m'a grandement aidé à rédiger vraiment le proposal, tout en continuant à suivre effectivement les webinaires du PCN, à regarder tout ce qu'il y avait sur le portail du PCN, pour faire effectivement une soumission en 2023 avec la session de coaching devant le PCN en octobre qui m'a été effectivement très utile. Voilà, mais malheureusement, on n'a pas eu à la première soumission. Donc, avec les fonds qui nous restaient, on a pu organiser effectivement 2 workshops au niveau du consortium, toujours continuer à travailler avec le même consultant, suivre les webinaires du PCN, suivre, voilà, aller au coaching et puis bénéficier effectivement quelque chose qui a été publié en 2024 et que je recommande chaudement
à tous les candidats à ces fabuleux projets, c'est le handbook du PCN qui a vraiment été très, très, très utile. Et donc, nous sommes lauréats en 2025. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, je vais vous donner des conseils pratiques qui, je pense que c'est évident depuis le début de ce webinaire, à travers tout ce qui vous a été dit et tout ce que vous allez encore entendre. Je pense effectivement qu'il est indispensable de se rendre disponible à la fois matériellement, mais aussi mentalement. Je pense qu'il faut lire toute la documentation présente sur le portail du PCN, mais aussi sur le portail de la Commission européenne. Vous avez vu effectivement toutes les slides qui vous ont été présentées et se familiariser d'une part avec les Doctoral Networks, mais aussi avec la terminologie employée qui va être effectivement utile, puisque c'est celle-là qu'il faut effectivement utiliser. Il faut effectivement prévoir du temps pour se former, y compris en assistant au webinaire, pour comprendre, pour expliquer aussi à ses futurs partenaires et à toute personne nécessaire au projet ce qu'est effectivement un Doctoral Networks et un Joint Doctorate, ce qui permet aussi de vraiment intégrer ce que c'est que ce type de financement et dans quel type de projet, à quel type d'obligation on s'engage. Bien évidemment, se faire accompagner, c'est pas le genre de projet qu'on monte seul dans son coin. Il faut aller effectivement voir les cellules d'appui à la recherche, le PCN. Les consultants sont effectivement très utiles. Les collègues lauréats, et je pense en particulier à quelqu'un que j'ai entendu lors d'un précédent webinaire, qui a été un excellent, il a été d'excellents conseils, et puis tout collègue qui peut être susceptible de répondre à des questions qui sont effectivement des questions très pratiques. Et tout à l'heure, les questions que j'ai vues passer dans le chat, c'est vraiment des questions que tout le monde est amené à se poser et sur lesquelles la documentation, même si elle est précise, peut apporter des réponses, mais pas toutes les réponses. Et il y a des fois, il faut vraiment trouver la personne ressource la plus idoine. Il faut aussi prévoir un temps de rédaction parce que nous on est parti pas d'un programme de recherche, mais on est parti de projets, de contrats doctoraux. Donc il faut synthétiser tout ça, avoir des lectures transversales, voir voir ce qu'on va faire effectivement de ces projets, déjà les rectifier, les harmoniser en termes d'attente, en termes déjà d'obligations de secondment, en termes de différentes obligations, la science ouverte, par exemple, la question des données aussi. Voilà, donc il y a vraiment et ce travail-là ne se fait pas, quel que soit, je pense, nous sommes dans SHS, mais je pense que dans les autres disciplines et les autres panels, c'est la même chose. Vraiment prévoir un temps de rédaction, un temps de relecture par les membres du consortium. Solliciter également des lecteurs naïfs, c'est-à-dire des collègues qui ne sont pas forcément dans nos disciplines, mais qui vont être capables d'avoir un regard et qui vont poser des questions effectivement en disant mais ça je comprends pas, ou ça, est-ce que tu as prévu ça? Et ça a été effectivement aussi d'une grande aide. Aussi être capable de présenter son projet oralement, alors à la fois dans les sessions de coaching, mais aussi auprès de collègues, où là, on a effectivement une appropriation du projet qui est différente, et on a aussi des retours qui sont différents et toujours, bien évidemment, très, très pertinents. Parce que c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'on a oublié telle chose, ou que ce qu'on pensait être évident n'est absolument pas évident. Si c'est pas évident pour la personne à qui vous faites lire votre projet, si c'est pas évident pour la personne à qui vous présentez votre projet, il y a de fortes chances que ce soit pas évident pour les évaluateurs. La partie A fait l'objet de questions tout à l'heure. C'est une partie qui demande beaucoup de temps. Effectivement, on peut faire du copier-coller parce que d'une année sur l'autre, la partie A devient vierge.
Moi, mon conseil, c'est de la remplir bien en amont de la date butoir. Et paradoxalement, c'est une partie qui aide aussi, parce qu'elle fonctionne avec la partie à la fois B1 et surtout avec la partie B2. Elle est effectivement chronophage, mais elle vous permet vraiment de présenter aussi les bénéficiaires, les infrastructures, là, encore des données des produits de la recherche, des réalisations, des résultats, qui montrent aussi à quel point les collègues sont les mieux placés, les plus idoines pour le projet que vous êtes en train de présenter. Ne pas évidemment déposer son projet au dernier moment parce que le serveur effectivement peut être extrêmement sollicité et c'est un peu dommage de stresser. Et puis aussi, les doctoral networks, mais je pense que c'est le cas de tous les projets, demandent effectivement une capacité à savoir accepter et gérer des imprévus ou des changements. Alors nous, notre incertitude, ça a vraiment été en 2023 le statut du Royaume-Uni, qui fait partie du consortium, effectivement, qui est un membre historique, alors qui était effectivement partenaire, voilà, qui n'était pas un partenaire tout à fait associé en 2023, mais qui est redevenu membre d'Horizon Europe en 2024. Et puis, le conseil que je vais donner, c'est vraiment de comprendre, effectivement, je pense que les résultats montrent que c'est des projets qui sont effectivement extrêmement compétitifs. Il faut savoir pas prendre un échec sur le plan personnel, recommencer, voilà, après la première soumission, après la deuxième soumission, après d'autres soumissions, en suivant toutes les étapes, en mettant à jour les données. Les collègues, effectivement, continuent quand même à travailler, nous aussi continuons à travailler, à publier, donc il y a effectivement ce travail de mise à jour, ce travail de reformulation, ce travail de rediscussion, et partir de l'idée que notre projet mérite d'être financé, qu'il est bon, qu'il est intéressant et qu'il mérite vraiment son financement. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je présente très brièvement notre consortium. Donc, les Joint Doctorates, c'est effectivement des consortiums qui sont peut-être un peu plus gros. On a effectivement 10 bénéficiaires en France, en Italie, en Allemagne, en Finlande, en Grande-Bretagne, au Portugal, en Espagne et en Irlande. Donc là, on retrouve effectivement nos partenaires historiques auxquels se sont adjoints d'autres partenaires, d'autres bénéficiaires, pardon, que effectivement l'ANR MRCU m'a aussi permis de découvrir et avec lesquels voilà, on a pu avoir des sessions de travail. On a effectivement 17 partenaires associés dans 8 pays de l'Union européenne. Notre projet voilà, va impliquer effectivement des secondments dans les archives privées, publiques, en bibliothèque, dans des entreprises, et il manque un S parce qu'il y en a plusieurs, dans des festivals, dans une revue, dans une agence de traduction, dans des fondations, dans des musées, dans un syndicat et dans un institut. On a, alors vous allez me dire, tout ça pour en fait 9 projets doctoraux qui sont effectivement en co-tutelle, d'où le nombre conséquent de bénéficiaires, et on a effectivement un programme de formation transversale, collectif. On a été content de voir revenir le Royaume-Uni. Il a fallu aussi gérer, voilà, dans les impondérables, le départ d'une encadrante et donc l'arrivée d'un nouveau bénéficiaire, avec effectivement tout ce que ça implique, d'explication, de formation, de reformulation du projet et d'intégration, hein. Voilà, personne n'est interchangeable avec quelqu'un d'autre. Donc c'est un consortium qui, moi, me paraissait important. C'était une de mes grandes craintes. Il s'explique bien évidemment par le fait qu'on a des thèses en co-tutelle et que pour notre projet, il était nécessaire d'avoir quand même ces bénéficiaires, tant au niveau de l'encadrement qu'au niveau des infrastructures de recherche. C'est effectivement les plus appropriés pour le projet qu'on souhaitait et qu'on souhaite toujours mener.
prendre la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, là, c'est juste une petite carte qui a été réalisée par un collègue et qui vous montre un petit peu, à la fois bon, nos projets doctoraux. Je présentais en gros très rapidement dans la slide suivante ce sur quoi nous travaillons. Et puis, effectivement, tout ce nos partenaires et comment les doctorants vont être répartis. Voilà. Donc, la dimension européenne est pour nous une dimension primordiale. Slide suivante, oui, en effet. Voilà. Donc, alors nous, on est parti, effectivement, on travaille avec des collègues historiques, on travaille en Decadence Studies. On s'intéresse à la notion, au trope, à la question de ce qu'on appelle la décadence. Quand on dit décadence, effectivement, le public s'imagine toujours avec du déclin, que c'est la fin, il y a des idées de dégénérescence, des idées de fin. On a eu envie de revenir, effectivement, sur cette acception, à la fois à travers effectivement le travail qui s'est déjà fait en Decadence Studies, et puis ce travail doit être poursuivi. C'est un travail qui doit aussi couvrir effectivement alors d'une part, qui doit former des doctorants, qui doit former les gens qui vont nous remplacer, qui doit aussi inclure effectivement des disciplines ou des champs de recherche ou des objets de recherche qui traditionnellement n'ont pas donné lieu à des recherches en Decadence Studies. Jusqu'ici, on a plutôt travaillé en littérature comparée, un peu en études visuelles, mais il reste énormément de disciplines qui ne sont pas couvertes et qui méritent effectivement d'être des lieux à investigation en termes de Decadence Studies. Petit conseil pratique, soigner son abstract et choisir les bons descriptors. Et c'est-à-dire qu'il faut s'y prendre un peu longtemps à l'avance. C'est dans la partie A. Voilà. On a vraiment fait tout un travail entre 2023 et 2024 sur la question de l'abstract. Et dans ces cas-là, dans ces moments-là, on est toujours heureux d'avoir des collègues du consortium, dont d'autres collègues ont bénéficié de projets de ce type de financement et qui nous donnent des conseils et qui partagent, non pas leur programme, mais qui nous donnent des tuyaux. Vraiment, c'est très important. Voilà. On sera le premier doctoral network à travailler sur les Decadence Studies et c'est pour ça aussi qu'on a voulu travailler avec pratiquement toute l'Europe. On est très heureux. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les enjeux, les défis, je viens de les présenter en partie. Un champ disciplinaire majoritairement dominé par des études littéraires, des champs absents de la recherche. Notre principal risque, et ça a vraiment été le point d'achoppement entre 2023 et 2024, c'est-à-dire qu'on avait 9 projets, on a toujours 9 projets dans des disciplines différentes, et effectivement avec le risque d'éparpillement qui a été noté. Voilà. Quelle intégration aussi pour des thèses en co-tutelle, et puis quelle formation doctorale qui va s'adresser à des candidats qui travaillent effectivement dans des disciplines extrêmement variées. Donc l'enjeu qui nous a, ça a été dès 2023 et encore plus en 2024, on avait déjà un premier retour qui avait pointé effectivement des faiblesses, ça a été définir cet axe capable d'intégrer des champs disciplinaires absents, à travers, et là, il y a eu un vrai travail de création de work package complémentaires, d'avoir effectivement des projets doctoraux non pas perçus dans leur unicité, dans leur singularité, mais qui soient solidaires, d'avoir des milestones cohérents, délivrables en nombre raisonnable, intégrer aussi des périodes de secondments qui soient cohérentes et complémentaires pour chaque projet. Et pour ça, effectivement, c'est aussi, je le répète, ce qui a motivé le choix du Joint Doctorate, d'avoir vraiment des périodes de secondments qui ne soient pas du saupoudrage, mais qui permettent aux candidats d'acquérir des compétences transférables et de s'ouvrir à autre chose qu'au secteur académique. Voilà.
Et puis l'autre chose, c'était effectivement de créer un programme de formation doctorale qui soit spécifique, qui soit durable, inventif, et qui renforce le sentiment d'appartenance et qui prépare surtout à l'après-doctorat, puisque la définition du doctorant, c'est que c'est un état transitoire. Donc comment est-ce qu'on va permettre à nos doctorants de s'intégrer dans le monde du travail, que ce soit le monde académique ou le monde non académique. Voilà. Je vais prendre la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ça a vraiment été un travail collectif. Il s'agit bien de coordonner un collectif. Donc, collaboration, discussion constante à l'intérieur du réseau. On a exploré des possibilités de dissémination variées. On a traité ensemble de plans de communication, de plans d'exploitation. On a vraiment voilà, eu une réflexion globale sur les complémentarités entre les établissements, mais aussi entre les encadrants et entre les partenaires associés. On a réfléchi, voilà, vraiment à nouveau, pas à nouveau frais, mais presque, au programme de formation doctorale, au temps d'activités collectives transversales, aux compétences qu'on souhaitait voir les doctorants acquérir, à essayer. Alors évidemment, on se dit, oui, bah, normalement, c'est participer, animer la recherche, créer des manifestations scientifiques, mais en fait, ce n'était pas uniquement que ça. On a aussi beaucoup réfléchi à l'encadrement et aux modalités d'encadrement en SHS, et surtout quand on a autant de bénéficiaires dans des pays différents, avec des cultures d'encadrement qui peuvent être très différents. Il y a eu un effort effectivement d'harmonisation des pratiques, aussi induit par le fait que, bah, justement, ce sont des thèses en co-tutelle, les candidats sont appelés à bouger entre différents pays, peuvent avoir un sentiment effectivement d'isolation, et ce sentiment d'isolation nous a aussi poussé à travailler vraiment sur les modalités d'encadrement, de façon à ne laisser personne seul, abandonné, ou avec un sentiment de solitude. Nous sommes une équipe, nous intégrons nos doctorants et nous intégrons nos encadrants. Voilà. Slide suivante. Les défis d'ordre pratique. Voilà, vous qui vous apprêtez à écrire, ou qui avez déjà commencé à écrire, alors mon conseil, c'est vraiment de traiter toutes les rubriques et de faire de l'impasse sur rien, mais vraiment rien, dans la partie B1 et dans la partie B2, de façon complète. Tous les points, à la fois excellence, impact, implémentation, et les sous-catégories doivent être traités de façon exhaustive et intégrés dans la globalité du projet. Il ne s'agit pas de rajouter des paroles sympas sur ouais, le genre, c'est quand même c'est bien, mais de montrer effectivement que la question de la diversité, la question du genre traverse le projet, qu'elle est intégrée, qu'elle fait partie intégrante du projet, ce qui n'est pas si facile que ça, et de penser parce qu'on est en SHS, c'est plus simple est une erreur. Voilà. Travailler aussi la question de ne pas laisser en jachère la question de la science ouverte, des données, des métadonnées. Penser aussi en termes de risque. Alors bien évidemment, tout peut arriver, on le sait bien, surtout quand on fait quelque chose dans des années post-Covid. Ne pas négliger la présentation des encadrants pour montrer que ce ne sont pas les meilleurs, ce sont les plus appropriés et les meilleurs dans leur spécialité. La présentation des boards, des comités, des établissements. Présenter aussi, alors ça c'est la partie B2 bien sûr, mais c'est vraiment quelque chose qui est important d'indiquer. Ça nous, les établissements, les partenaires associés aussi, parce que eux aussi doivent avoir une infrastructure nécessaire, et leur choix obéit à des contraintes d'ordre stratégique, d'ordre scientifique. C'est pas simplement, voilà, on montre que sans eux, le projet va pécher. Alors tout ça doit être fait pour la partie B1 en 35 pages. J'enlève il y a 5 pages, donc on n'a plus que 30 pages, et c'est petit. Donc il faut avoir des capacités de synthèse et abandonner l'idée de quelque chose d'extrêmement bien léché. Ça doit être clair, informatif, précis, concis. Le nombre de pages est libre dans la partie B2.
mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire 100 pages. Donc à la fois, il faut gérer le temps et il faut gérer l'espace. Et le portail de la Commission européenne vous permettra sans doute de dépasser, mais vous informe que ce qui dépasse les 30 pages ne sera pas lu. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc voilà. Slide suivante. Voilà. Juste un exemple, alors deux exemples où on a vraiment travaillé sur la question des défis, en essayant de proposer des solutions à peu près réalistes et crédibles. La gestion des risques. Donc, on a envisagé la plupart des situations impactant le projet, et les projets doctoraux eux-mêmes, en y apportant des solutions réalistes, y compris pour le recrutement. Le recrutement est aussi un risque. Et on a eu de longs débats, effectivement, voilà, qui sont aussi en prise avec l'actualité, avec des politiques, puisque nous sommes invités à recruter des doctorants internationaux. Qui dit doctorant international dit question des visas. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il se peut que voilà, le doctorant ne sera pas quelqu'un qui vit dans la rue d'à côté, mais a de fortes chances de venir d'un pays étranger. Aussi, quelque chose qui a été considéré comme un risque pour nous, c'est l'expérience diverse des encadrants, avec des encadrants qui ont une expérience dans l'encadrement de thèse qui est soutenue, avérée, et puis des encadrants qui ont effectivement une expérience moindre, mais c'est aussi ça la diversité, et donc nous avons proposé effectivement du mentorat entre expérimentés et pas expérimentés, et puis effectivement des vraies formations à l'encadrement, qui est quelque chose à l'encadrement de thèse, l'encadrement doctoral, qui est quelque chose qui ne s'improvise pas, et qui commence effectivement sans doute par ceci que le candidat idéal n'existe pas, et que c'est avec vraies personnes qu'il faut travailler. Voilà. Voilà, slide suivante. Je ne voudrais pas trop. Voilà. Alors là, on peut passer directement. C'est simplement j'ai copié-collé des appréciations que vous pourrez regarder peut-être après, puisque là on est vraiment en retard. Voilà, sur l'excellence, sur l'impact et sur l'implémentation, étant entendu que les trois dimensions sont vraiment solidaires. Vous pouvez passer les 2 prochaines slides, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment voilà, implémentation, voilà, et l'autre. Voilà. Donc, on a en cours de contractualisation, voilà, c'est le numéro qu'on devrait avoir. On a 60 mois et un peu plus. Autre conseil pratique, prévoir du temps pour la contractualisation, penser à tous les accords qu'il faut signer. Il y a le Grant Agreement, il y a l'accord de consortium et différents accords avec les partenaires associés, les accords de co-tutelle. Prévoir du temps pour la mise en place du programme. Il faut anticiper le recrutement. Effectivement, il faut passer par Euraccess, bien évidemment, et par tout autre support, mais Euraccess est une obligation, et c'est très bien, mais il faut anticiper. Et puis, il faut sans arrêt, et c'est quelque chose d'agréable, parce qu'on s'approprie d'autant plus le projet, rappeler, expliquer, négocier, on continue, voilà, nous sommes les bénéficiaires, nous sommes des CADOC, et nous travaillons ensemble. Voilà. La dernière slide est une slide de remerciement à tous, et en particulier au PCN qui a accompagné ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cette présentation et pour vos conseils. Je pense que c'est très intéressant pour les porteurs de projets qui montent leurs propositions cette année, et bravo encore pour cette réussite. Alors, je propose qu'on passe maintenant sans tarder la parole à Serge Roche, parce qu'il me semble qu'il devait nous quitter à midi, donc on a pris un peu de retard et on prendra les questions à la fin. Ok, bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, bonjour. Je vais essayer d'être concis, c'est ce qu'on demande d'ailleurs pour l'Europe, d'être concis le plus clair possible. Donc moi, je m'appelle Serge Roche, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je dirige une équipe au CNRS à Montpellier. Mon domaine de compétence, c'est la biologie cellulaire et le cancer.
et je suis expert confirmé depuis pas mal d'années aux actions MSCA, dont les postdocs, et là je suis là pour parler des DN, Doctoral Network, qui avant s'appelait ITN. Donc, je vais essayer d'être bref parce que ça a été déjà présenté par le PIO sur l'évaluation. Donc, moi, je vous conseille tous de présenter votre candidature en tant qu'expert. Donc, l'expertise, le recrutement va être fait en fonction de vos mots-clés et de votre expérience dans le domaine, surtout en fonction du nombre de dossiers qu'ils auront dans le domaine. Pour Life Science, on est l'un des, je crois, le plus de dossiers. Donc, en moyenne, c'est 25 à 30%. Pas mal de cancers, d'ailleurs. Et une fois qu'il y a eu le recrutement, c'est en fonction du nombre de dossiers que le REA a eu, vous êtes appelé et vous avez, premièrement, vous avez une formation en ligne pour comprendre exactement les critères et tous les aspects pour la rédaction de l'évaluation et le processus d'évaluation qui a déjà été dit par le PIO, que je rappelle rapidement. Donc, en général, chaque expert a entre 3 ou 4, je crois, et 8 dossiers, qui est quand même beaucoup, puisqu'on est à 30 pages pour la partie B. Si c'est plus, c'est pas lu, hein, c'est pas lu par l'expert, c'est pas évalué. Donc, je vous conseille vraiment d'être concis à ce niveau-là. Donc, on a 3 semaines à peu près pour faire une évaluation avec tous les critères qui ont été dit. On doit évaluer chaque critère bien spécifique dans les 3 parties, C1, C2, C3. Et dans cet appel à projet compétitif, comme elle a été dit, tout compte. Donc, même si vous avez eu, par exemple, 90%, c'est 90 sur une note maximale de 100, ce n'est pas suffisant en général pour être sur la liste principale. Le score, le ratio, le cut-off dépend, mais on est quand même très, très, très élevé. Vous avez vu le cas précédent de Bénédicte où ça a été 99,5, c'est remarquable. Donc, tous les points, C1, C2, C3. Après, donc, on a 3 experts par dossier. Après vient le vice chair ou le super rapporteur, c'est lui qui va faire la discussion consensuelle, qui est quand même le point le plus important, puisqu'en fonction des 3 expertises, pour avoir des experts de sensibilités différentes et qui auront une perception, une opinion de votre dossier différente. Et l'objectif, c'est justement, et ça c'est toujours l'Europe, hein, c'est de trouver une évaluation consensuelle. Donc, ce que fait le vice chair, en gros, c'est il va faire la synthèse avec les points qui sont communs, les points de divergence qui vont être discutés. Et vu le nombre de dossiers, le nombre d'experts, ça se fait via une plateforme qui s'appelle CEP, où en fait c'est un chat room où chacun va donner son opinion vis-à-vis de la divergence, essayer de le justifier pour finalement trouver un rapport, enfin une évaluation consensuelle, qui est en général relue par le chair pour éviter les points de divergence, surtout les confusions, pour que ce soit clair, factuel, précis et bien justifié. Et de là vient la notation qui découle en général. C'est très bien ce qu'ils ont fait, parce qu'avant on mettait la note à l'échelle, ce qu'ils appellent l'IER, l'expertise indépendante, au premier stade. Et franchement, le fait de ne pas mettre des notes avant et à la fin, on enlevé les points d'échoppement et on fluidifié, disons, l'évaluation. Et à la fin vient le temps de relecture qui est important de cet appel d'offres, hein, qui dure à peu près une semaine entre les différents bachers, et c'est ce qui va être rendu aux applicants. Donc, pour moi, en tant que conseil que je donnerai, qui a été plus ou moins dit, mais que je rappelle sur cet appel d'offres, c'est vrai, enfin, pour moi, c'est la qualité de la science, et de 2, c'est l'intégration, puisqu'on fait la formation ici, c'est l'intégration des projets doctoraux indépendants dans le projet global. Et je pense que c'est l'un des points clés, et souvent quand il n'est pas assez mature, le dossier, on le sent très vite, et ça va être l'un des points clés du fait que le projet va être mal évalué. La deuxième, c'est, comme il a été dit, la formation, hein, c'est pas que comme les postdocs, que c'est que la science et l'excellence, c'est vraiment la capacité, c'est vraiment l'un des objectifs de ce projet, de la formation des meilleurs futurs chercheurs dans les différents domaines en Europe. Donc là, le training, bien sûr, il y aura le training par la recherche, mais le training avec l'éducation, les différentes techniques, les animations que vous ferez sont vraiment importantes, pas uniquement technologiques, hein, également théoriques. Ne pensez pas que parce que c'est du cancer et que vous avez l'université qui va adresser ce point-là, c'est pas nécessaire de l'adresser, puisqu'en général, c'est une innovation, donc vous êtes un projet cutting edge, de vraiment adresser des points spécifiques qui vous paraissent importants pour la formation de l'étudiant. La troisième des choses qui a été dit, et je remercie franchement Bénédicte, je trouve c'est impressionnant, c'est les secondments. Il faut vraiment l'intersectorialité et l'interdisciplinarité.
Et c'est important que l'étudiant puisse voir et intégrer différents environnements, différentes disciplines et différentes méthodologies qui intègrent son projet de recherche doctorale. Donc, je pense que c'est là aussi la difficulté. Le fait de penser qu'on va mettre 3 entreprises ou 4 secondmen, on va adresser le point, pas du tout. Il faut que ce soit bien justifié et que on sente la qualité et la promotion de la formation pour chaque étudiant. Enfin, ce que je dirais, c'est vraiment, comme il a été dit, d'adresser vraiment tous les points. Puisqu'on est quand même à une compétition là, cette année, c'est 10%, et il a été à certaines années où c'était en dessous de 5%, 5 ou 7. Donc, tous les détails, tous les points, que ce soit l'impact, que ce soit sur l'implémentation, l'analyse des risques au niveau du network, mais également au niveau de la science, sont importantes. Enfin, peut-être rapidement parler de la resoumission, qui est un point très important de cet appel d'offres, parce que c'est compliqué d'arriver au succès, hein. Si vous avez le succès la première fois, vous avez, je dirais, pas de la chance, mais franchement, vous êtes remarquable. L'idée, c'est déjà adresser, comprendre ce qu'ont voulu dire les évaluateurs, la première évaluation. Vous n'aurez pas forcément pour la resoumission, il y a peu de chances, les mêmes évaluateurs, donc tenez compte des sensibilités différentes. Mais ce qu'on nous demande au cours de l'évaluation, le VACHER va regarder s'il n'y a pas de discordance avec l'évaluation précédente pour bien justifier. Donc, quelque part, il y a une mémoire, et ça, je pense que c'est un point important, pour bien justifier l'évaluation des nouveaux experts sur la proposition qui a été faite lors de l'évaluation. Et ça, et donc, bien évidemment, vous pouvez comprendre que la notation se fait en fonction des autres dossiers, donc la compétition, et la sensibilité peut être différente d'un expert à l'autre, et ça, je pense qu'il faut l'accepter. Comme l'a été dit, l'échec, il ne faut pas le voir comme un échec, mais il faut voir au contraire le retour que vous avez pour vous aider à améliorer la performance pour finalement l'objectif de passer sur la liste principale. Voilà, j'ai fini. J'espère pas avoir été trop long. Et s'il y a quelques questions, moi je suis heureux de vous me contacter, de vous aider pour la construction de ces projets. Merci beaucoup. C'était très bien et très intéressant. Donc, je regarde les questions, mais j'ai l'impression que tout a été traité. Peut-être que juste, il y avait la question pour le consultant. Peut-être qu'on peut la poser à Madame Cos, parce que nous, on a répondu avec des bases de données, mais il y avait cette question sur comment vous aviez trouvé votre consultant qui vous a aidé à monter le projet. Tout simplement par le biais d'un précédent lauréat qui était venu présenter son projet au webinaire du PCN. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions donc à Bénédicte Coste ou à Serge Roche ou à Laurence Marama? Si vous avez posé une question dans le chat et que nous n'y avons pas répondu, n'hésitez pas à la reposer aussi, mais j'ai l'impression que Vanessa, tu as répondu à un bon nombre de questions dans le chat. Je vais juste... Il y a Laurence qui a levé la main. Oui. Il y a une question qui est arrivée entre-temps. Vous voulez ajouter quelque chose? Vous voulez dire quelque chose, Laurence? Non, c'était juste en attendant des questions. Mais d'abord, je voudrais dire que c'est très bien que ça soit enregistré parce que ce qu'a dit Bénédicte Coste est fondamental. Je pense que c'est important de comprendre ce qu'on cherche à obtenir avec le financement. C'est comme ça qu'on a le plus de chances de succès. Si on comprend quels sont nos objectifs, et Serge aussi a insisté là-dessus. Je crois qu'il y a un point peut-être qu'on n'a pas trop souligné, c'est que ce sont des gros projets pluridisciplinaires obligatoires. Donc, il n'y a aucun expert qui ait la maîtrise de l'ensemble du projet. C'est pour ça que dans ce qu'on présente, il faut être à la fois simple et à la fois aller suffisamment en détail, simple pour être compris par ceux dont ce n'est pas la spécialité, mais c'est la spécialité sur un autre point, et suffisamment en détail pour être convaincant pour ceux dont c'est la spécialité. Donc, je pense que c'est cette balance qui est un petit peu compliquée à cause de la grosseur des projets, de leur aspect complexe, pour éviter qu'il y ait un évaluateur
qui a un mauvais sentiment sur le projet juste parce qu'il n'a pas bien compris ce qui étaient les autres parties. Je crois que ça, c'est important à prendre en compte. Voilà. Mais sinon, c'était très bien. Merci de l'explication, c'était très bien. Et être un évaluateur ou un expert, c'est une bonne manière de comprendre ce qu'on veut obtenir avec ce financement. Et ce pourquoi on pousse l'évaluation et les évaluateurs, dans quel sens on les pousse. Donc, vous comprendrez mieux ce qu'il faut leur donner. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, il y a une question qui est arrivée dans le chat. Est-ce que les disciplines comme le droit fiscal sont acceptées? Alors, le programme MSC, c'est un programme bottom-up, donc toutes les disciplines sont acceptées et sont les bienvenues. Et donc, vous avez des donc ça sera le panel sciences humaines et sociales, donc le sous-panel droit. Et après, il vous sera demandé de choisir des mots-clés qui caractérisent le mieux votre projet. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, donc ça a été très clair. Merci beaucoup à tous nos intervenants pour cette présentation. Donc, j'ai l'impression que maintenant, les porteurs de projets, ils ont toutes les billes nécessaires pour monter des propositions de qualité. Merci encore à toutes et à tous. Et donc, comme j'ai déjà mentionné au début, l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les diaporamas seront disponibles sous quelques jours sur la page d'annonce du webinaire. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans la rédaction de vos projets. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à recontacter le PCN. Merci. Merci. Allez, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.